Aujourd'hui, je viens vous parler de deux barbarismes, deux néologismes affreux, le Consent Experience et la Brand Preference, qui sont des anglicismes qu'on retrouve dans le milieu de la communication, du web. Consent Experience, vous ne le connaissez peut-être pas parce que, en fait, c'est Acceptio qui l'a créé, ce terme. Vous savez qu'en termes de stratégie marketing, la meilleure chose à faire, c'est encore de créer les mots-clés sur lesquels les gens nous cherchent. Donc oui, la Consent Experience et la Brand Preference sont deux concepts qui sont interdépendants et je vais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez tous Orange, vous voyez les valeurs qu'elle véhicule, des valeurs de confiance, un numérique humain, inclusif, durable, innovant. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur le site d'orange.fr? Vous êtes accueilli par ça. On ne retrouve pas vraiment les valeurs d'Orange. Hier, on était au restaurant avec Manon et Marion qui travaillent avec moi. Et puis on se posait la question, tiens, le festival de Cannes, est-ce qu'il est arrivé avant les hôtels ou après? Bon, il se trouve qu'en fait, les hôtels étaient là avant, le Splendide, le Martinez, tout ça. Et le Splendide, un hôtel où l'art de l'hospitalité, c'est leur motto. Et quand on arrive sur le site du Splendide, en mobile, on a ça. C'est dommage quand même, c'est dommage. Alors, cette petite accroche, elle vise à vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, la question du consentement, on l'a traitée sous l'angle de l'obligation réglementaire, technique, mais on a complètement oublié que ça servait un propos commercial et marketing. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce que c'est que les cookies. Les cookies, à longueur de journée, on vous demande de les accepter ou de les refuser, sans pour autant qu'on ait une idée très claire de ce que c'est et à quoi ça sert. J'ai l'habitude d'utiliser une analogie. C'est l'analogie des post-it virtuels, qu'on vous colle sur l'épaule quand vous rentrez dans un magasin. Sur ce post-it, on a écrit un petit numéro qui vous identifie. Et grâce à ce post-it, en fait, on peut savoir dans quel rayon vous avez été, quel produit vous avez regardé, et puis on peut en tirer des informations. On sait qu'on pourra vous reproposer d'autres produits, d'autres services. Et ce qui a changé avec l'entrée en vigueur du RGPD, c'est que ces post-it, auparavant, on vous les collait sans vous demander. Vous rentriez dans la boutique et paf, on vous colle le post-it. Sauf que, avec cette obligation de RGPD, ça devient évident qu'il faut demander avant, mais quand on se repositionne un petit peu et qu'on réfléchit à ce sujet, en réalité, demander aux gens avant de les tracer. Est-ce que ce n'est pas avant tout une forme de politesse et de respect de leurs préférences? Le RGPD n'a fait que mettre en exergue un comportement qui était pas net au départ. On me parle aussi souvent de la question des cookies tiers. Les cookies, c'est bientôt fini. Vous verrez de nombreuses solutions se vanter d'être cookieless, d'être server-side, de faire du profilage anonymisé, sans consentement. En réalité, le cookie tiers, c'est juste un post-it un peu différent. Ce post-it, il ne vous est pas collé par le site dans lequel vous allez, mais par un autre, par un tiers. Ce tiers, ça va être par exemple Facebook, ça va être Google, et ce post-it, il ne va pas tomber quand vous sortirez du magasin, il va rester collé à vous tout le temps. Donc effectivement, ce cookie tiers en matière de vie privée et de confidentialité, c'est perfectible, on va dire. En tout cas, ça pose des questions de confidentialité et de respect des préférences utilisateurs. Ce cookie tiers va effectivement petit à petit disparaître avec... il a disparu déjà dans Safari, puisqu'au bout de 7 jours, ITP les enlève. Il disparaît dans Firefox, et maintenant c'est Chrome, avec la Privacy Sandbox, qui veut y mettre un terme. Mais attention à ne pas se tromper de combat. La question du cookie tiers, en fait, c'est un sujet anticoncurrentiel qui est utilisé par l'industrie publicitaire pour router toutes les enchères publicitaires à travers un seul système fournisseur de centres d'intérêt que sont les navigateurs et les plateformes. Donc ce n'est pas forcément une super nouvelle la fin des cookies tiers, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de consentement. Et non. Quand vous chargez, par exemple, sur votre site, une solution pour
par exemple Zendesk. Voilà, une solution de helpdesk avec un petit chat, etc. Zendesk, c'est une solution qui va utiliser de la donnée à caractère personnel, déposer des cookies pour identifier l'utilisateur, des cookies qu'on va qualifier de first party, donc pas des cookies tiers. Ceux-là sont toujours soumis à un consentement, quoi qu'il arrive. Si vous faites du marketing, du retargeting, que vous faites de la relance de paliers abandonnés, ce sont des actions qui sont considérées comme non nécessaires. Vous avez l'obligation d'obtenir un consentement. Donc vous voyez qu'il faut bien décorréler la question du cookie en tant que fin technique pour arriver à un ciblage et le traitement de données à caractère personnel qui, lui, est opéré et qui, comme tout traitement de données à caractère personnel, tombe sous le coup du RGPD. Bon, évidemment, il ne vous aura pas échappé qu'en matière de consentement sur le web, on assiste un peu à tout et n'importe quoi en termes d'expérience utilisateur et de design persuasif. C'est quoi un design persuasif? C'est que, en fait, on va souvent tenter d'extorquer votre consentement de plein de manières différentes. Et là-dessus, c'est vrai que la façon dont vous approchez cette question, elle est tout à fait à mettre en comparaison avec ce qui se passe dans une boutique. D'accord? Quand une CMP, c'est-à-dire une Consent Management Platform, va demander le consentement à votre visiteur quand il arrive sur votre site, c'est à peu près la même chose qu'un vendeur dans une boutique qui vous accueille et vous demande s'il peut vous donner des conseils sur la nouvelle collection, si vous avez un compte dans le magasin, etc. Or, ce vendeur, vous le managez. Vous lui dites quel est le ton de voix à apporter, quelle est la façon dont on doit demander, même son look au vendeur, c'est vous qui le contrôlez. Or, sur le web, ce n'est pas ça qui se passe. Sur le web, on se retrouve avec une dissociation complètement aberrante entre l'esprit du bandeau et l'esprit du site sur lequel on est. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je viens vous proposer, c'est une approche différente. Ouais. Bon, vous remarquerez la petite joke sur l'intitulé du bandeau. D'ailleurs, au tout début, quand ces pop-up de consentement du TCF ont commencé à arriver un peu partout, il y avait une invite qui était assez ironique. C'était « Votre vie privée est notre priorité ». Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Et en fait, votre vie privée est notre priorité. Si on y repense, on se dit « Attends, protéger ma vie privée, c'est votre priorité ?» Ou « En savoir plus sur ma vie privée, c'est votre priorité ?» Bref, aujourd'hui, on a des interfaces de consentement qui sont particulièrement austères, qui rebutent l'utilisateur. Et je vais vous montrer qu'en fait, ce n'est absolument pas une fatalité. Notre credo, chez Acceptio, c'est de remettre l'humain au centre de cette expérience de consentement. C'est pour ça que quand je pitch Acceptio, je dis que mon utilisateur, mon client, ce n'est pas le site auquel je vends mon module, c'est l'internaute qui vient sur son site. Et c'est à lui que je pense en premier pour lui apporter la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, on adopte une approche humaine dans le sens où elle est conversationnelle, parce que nous, en tant qu'humains, on parle, on échange. Et c'est la raison pour laquelle on opte pour un style de communication plutôt oral. On essaye également de dédramatiser et d'apporter de la légèreté, puisque souvent, lorsque votre DPO ou votre avocat va vous envoyer les mentions légales à mettre sur votre site ou les textes à mettre dans votre bandeau, lui, il cherchera avant tout à se couvrir et à vous couvrir. Mais ces précautions-là sont, pour la plupart, complètement superflues. Et en réalité, la question des données à caractère personnel, on le sait. Quand on parle des données personnelles et de la privacy en utilisant le registre de la peur, ça ne marche pas. Ce que je vous disais, c'est effectivement que quand on parle de la privacy, quand on parle de la confidentialité et de la conformité, en utilisant des termes qui font peur, les gens s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le risque que ces données personnelles soient utilisées, aspirées par des data platforms, réutilisées pour faire du ciblage publicitaire ou voire pire, essayer d'influencer mon vote, etc. Ça, c'est des choses qui dépassent complètement. Ça dépasse complètement le quotidien d'un utilisateur. Et donc,
en utilisant le registre de la peur, aussi bien pour obtenir le consentement que pour vendre des solutions de privacy, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il faut intéresser les gens à ce sujet en expliquant que la privacy et le consentement, c'est avant tout un témoignage de confiance envers le site. J'y viendrai après. Autre point qui traduit l'humanité qu'on essaye de mettre dans le message de consentement, c'est que en fait, un utilisateur, quand il vient sur un site, il est dans un parcours. On utilise le terme de Customer Journey. Et le journey, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps. Or, le problème de l'expérience de consentement aujourd'hui sur le web, c'est qu'on ne l'aborde que sous l'angle de l'interstitiel. Interstitiel, ça veut dire entre deux étapes. C'est une barrière. Je suis dans un fil d'actualité, je vois un lien, je clique dessus, et avant d'arriver sur ce lien, on me demande mon consentement. Ça, c'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire arriver l'utilisateur sur une page, ne pas le traquer, et un petit peu plus tard, lorsqu'il est engagé dans le contenu, là, lui demander. C'est de la temporisation, c'est respecter sa propre dynamique lorsqu'il est sur votre site. Et enfin, la sympathie. Lorsqu'un vendeur vous accueille dans un magasin, sauf si c'est chez Dior ou chez machin, mais en général, on vous sourit. En général, on essaye d'être cordial, poli, sympathique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'instaurer avec nos personnages de cookies, nos traits d'humour, nos traits d'esprit, parce que, en fait, on se rend compte que, comme c'est un sujet qui est personnel, d'accord, on parle des données personnelles, ben, on ne peut pas être dans un rapport complètement froid, clinique, vis-à-vis de cette demande. Il faut introduire un peu d'intuitu personae entre le site et l'utilisateur, et c'est à ça que servent nos petits personnages de cookies, que beaucoup de clients, au premier abord, disent « Ah non, mais moi, j'ai une marque sérieuse, je veux les enlever. » Ah non, non, mais essayez juste. Et on constate un impact positif à la fois sur l'expérience utilisateur et sur les taux de conversion en lien avec les personnages de cookies. Notre mission, c'est créer un environnement rassurant. Et je ne vous dis pas ça en mode pitch commercial parce que vous pouvez le faire sans Acceptio. Hein. Vous n'avez pas besoin d'Acceptio pour faire ça. Là, on parle de rédactionnel, de marketing, de design. Hein. Mais créer un environnement rassurant qui permet à l'individu de faire un choix en toute méconnaissance de cause. C'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les clés pour bien choisir. On y reviendra. Ça se traduit comment? Ça se traduit par une expérience de consentement, voilà, qui met des personnages de cookies sympas, qui instaure la position d'un tiers de confiance, qui vient se positionner entre la marque et l'utilisateur pour dire c'est fait et bien fait par Acceptio, qui sont spécialistes du domaine. Ça, c'est notre positionnement. On essaye aussi à tout prix d'éviter la culpabilisation. Vous l'avez tous vécu sur des sites de presse quand vous refusez les cookies et que vous avez un message larmoyant qui vous dit que des centaines de journalistes ne vont pas pouvoir nourrir leur famille à cause de votre refus. Ça, c'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter. Parce qu'en réalité, si vous voulez un consentement qui est conforme au RGPD, vous devez fournir un consentement qui est libre. Et si vous commencez à utiliser des ressorts dramatiques pour justifier que la personne dise oui, vous n'êtes pas conforme. Quelques exemples sur le PMU. Alors là, on a une pratique qu'on ne cautionne pas, mais on a un client en fait, qui a choisi de mettre le continuer sans accepter que la CNIL a autorisé en 2021 dans la pop-up de consentement, avec des résultats assez forts sur le taux de consentement, évidemment. Un client e-commerce, Jacadi, que vous connaissez tous. Alors Jacadi a une particularité, je vous invite à le tester sur un site sur desktop, par exemple. Cette pop-up-là n'est pas bloquante. Vous arrivez sur le site, vous naviguez, vous pouvez voir les produits, vous pouvez voir les promotions. Et quand vous choisissez de cliquer sur un lien dans le menu ou une page produit, là, on vous présente une interface de consentement qui, pour le coup, est bloquante, mais qui intervient après. C'est ce qu'on appelle le consent wall contextuel. On attend que l'utilisateur soit véritablement engagé dans la page pour lui demander son consentement. Et petite information qui a son importance, beaucoup de vos partenaires, prestataires sont incentivés à la performance, à la conversion. Lorsque vous traquez les gens sur votre site web dès qu'ils arrivent, vous traquez un pool d'utilisateurs dans lequel il y a pas mal de déchets.
Lorsque vous récoltez le consentement un petit peu plus tard dans le process, vous apurez ce pool et vous faites en sorte de ne signaler que les utilisateurs qui sont véritablement intéressants pour vous en termes de business. Et donc, sur les performances, vous dépenserez moins, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un site e-commerce et que vous payez vos apporteurs de leads et que vous les payez aux gens qui arrivent sur le site, à l'attribution, ben voilà, c'est le genre de système qui vous permet d'avoir une réalité beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus réaliste en matière de rétribution. Un autre exemple sur Welcome to the Jungle avec voilà, une adaptation un peu culturelle, blablabla cookie en hommage à Nakamura. Là, c'est pareil, en fait, il y a quelque chose qui se crée vis-à-vis de la cible. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même façon à des décideurs de 50 ans ou à des jeunes en recherche d'emploi sur Welcome to the Jungle. L'opéra avec là encore du body copy, donc les cookies entrent en scène et le chef d'orchestre c'est vous. Voilà, on contextualise, on crée quelque chose d'assez invitant. Et puis aussi, quelque chose que nos clients ne font pas assez mais qu'on les pousse à faire, c'est d'utiliser l'expérience de consentement comme un support de communication événementielle. Voire même comme un support pour le recrutement. Je sais qu'on a tous des difficultés à recruter des techs. Qui va farfouiller dans les bandeaux cookies? Les techs. Pourquoi pas y glisser des petits easter eggs pour faire en sorte de leur donner envie de candidater chez vous, leur montrer qu'est-ce que vous avez sous le capot. C'est ce genre de petite utilisation maligne qui peut faire une différence juste à l'étape du consentement. Alors ce taux de consentement, justement, parlons-en. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce qu'on constate sur les sites qui mettent accepter et refuser au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas sur le continuer sans accepter, on a en moyenne 60% des gens qui disent oui, 40% des gens qui disent non. C'est un peu la baseline, si vous voulez. C'est la valeur de référence. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se comparer à cette baseline. C'est-à-dire que si vous mettez en place un consentement respectueux de l'utilisateur avec le oui et le non, et que vous êtes au-dessus de 60%, ça veut dire que votre marque a un capital confiance plus important que la moyenne des marques en France. Si par contre vous êtes en dessous, ça peut vouloir dire que soit votre marque n'inspire pas confiance, soit elle n'est pas connue. Je vous donne un exemple tout bête. Entre le CNRS, qui oscille autour des 80% d'opt-in, et la boutique Marc Dorcel, qui est autour de 20%, pourtant les pop-ups sont à peu près les mêmes. Donc l'expérience de consentement, c'est vraiment un témoin de la confiance et la notoriété que votre marque inspire. Et c'est en ça que l'expérience de consentement et la brand preference, d'accord, sont interconnectés. Parce que si vous arrivez à inspirer confiance à travers l'expérience de consentement, vous allez augmenter votre brand preference. Et si vous avez une brand preference forte, vous allez impacter positivement votre taux de consentement. Mais ce taux de consentement, on peut avoir la tentation d'aller l'optimiser. D'accord ? Dans la sphère du consentement, il y a d'ailleurs des acteurs qui sont engouffrés dans cette brèche de dire je vais optimiser votre taux d'opt-in en allant mettre en place des techniques, des dark patterns pour créer une expérience de consentement où en fait on a 95% des gens qui disent oui. Le souci de cette approche, ou en tout cas le petit biais psychologique sur lequel elle joue, c'est qu'elle ne parle pas du rebond, du bounce. Quand vous arrivez sur un site internet et que instantanément on vous saute à la gorge avec une pop-up de cookies qui vous force à consentir, qui utilise des dark patterns par exemple en cachant le bouton refuser ou en remplaçant continuer sans accepter par continuer et accepter, là, nous ce qu'on constate, c'est que le nombre de gens qui quittent le site instantanément explose. Et on est aujourd'hui sur un salon e-commerce. Quel est l'objectif d'un e-commerçant? Est-ce que c'est de traquer le maximum d'utilisateurs ou est-ce que c'est faire des ventes? Lorsque vous faites des dark patterns qui font fuir près de 20% des visiteurs que vous attirez sur votre site avec des ads
et que vous les faites fuir à cause d'une expérience de consentement parce que vous voulez mesurer la performance de ces ads pour pouvoir payer au passage les gens qui vous les ont vendus, et qu'au final la vente ne se fait pas parce qu'ils dégagent, vous avez tout perdu. Vous avez perdu la confiance de l'utilisateur, vous allez payer à Meta et à Google des fortunes, et en plus de ça, vous ne ferez pas la vente. Donc, mon conseil, c'est de ne pas négliger le bounce rate et de réfléchir au taux d'interaction. Combien de gens vont interagir avec mon site et avec l'expérience de consentement que je propose. Donc pour récapituler, j'en arrive à la fin de mon deck. Je vous conseille vivement de traquer votre consent rate et votre bounce rate, parce que peut-être que vous passez à côté d'opportunités et de leads à cause de ce que vous avez mis en place, et d'essayer de faire du recueil de consentement un moment à la fois mémorable, sympathique. Quand je dis mémorable, je le pèse vraiment mes mots, c'est-à-dire que quand on explique aux gens « ouais, nous c'est Acceptio, on fait les petits cookies sympas qui disent « coucou, c'est le cookie », les gens nous remettent tout de suite. Et cette expérience de consentement, en fait, elle imprègne l'utilisateur. Il faut également en faire un porte-étendard des valeurs de la marque, parce qu'il n'y a aucune raison valable pour que les valeurs de la marque ne soient pas celles affichées lors de votre première arrivée sur le site. Et en faire un support de communication. Enfin, le langage clair, parler clairement à l'utilisateur, ne pas utiliser des termes techniques, légaux, qui font fuir les gens, et des illustrations, afin de mettre l'utilisateur dans les meilleures conditions et assurer, in fine, qu'il convertit. Donc c'était Acceptio, la pop-up de consentement qui ne casse pas les cookies.